Un, deux, trois. Oui, voilà, 4, ça marche. 5, 6, ça va aussi. Mesdames et messieurs, chère Madame Michalski, chère Natalia, chère Jacqueline, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue pour cet entretien autour du livre de Jacqueline qui s'appelle La Mia Commedia dell'arte. Et naturellement, pour garder le suspense et pour vous garder réveillés, on veut seulement parler du titre à la fin de l'entretien. Donc, si vous vouliez poser cette question, c'est ma dernière question que je vais vous poser avant d'ouvrir à vos questions. C'était une grande aventure, ce livre. Et ici, de pouvoir le présenter dans un haut lieu de la littérature et de l'écriture, ça me fait trembler un tout petit peu parce que ce projet était peut-être pas si littéraire et non plus aussi écrite que ça. Et ça, c'est une anecdote que je veux pour l'introduction raconter parce que j'ai reçu un coup de téléphone en rentrant un week-end dans la voiture et c'était Myriam Fischer, c'était une des éditrices, et Teresa, l'autre éditrice, qui avait cette idée magnifique. Il faut faire un livre autour de Jacqueline, il faut une biographie, une anthologie, il faut faire quelque chose, parce que c'est Jacqueline quand même, par sa discrétion et son élégance, quelqu'un qui est assez discret. Et vous allez voir, mes questions sont toujours discrètes. Et on n'a jamais posé des questions indiscrètes. Donc si vous voulez ce soir poser des questions indiscrètes, je vous serai gré parce que moi, je n'ai pas osé. Ça, c'est un aspect. Et puis, je pense pour toi, Jacqueline, ce n'était pas si simple d'accepter cette initiative de faire un livre autour de toi. On va peut-être en parler après. Et donc, c'était peut-être le premier pas de ne pas écrire ta propre biographie. Et donc, la démarche, c'était, il faut quelqu'un qui pose des bonnes questions au bon moment à Jacqueline. Et là, c'était les deux éditrices qui ont dit, peut-être c'est Yuri qui serait le bien, pas parce qu'il est spécialement intelligent, parce qu'il connaît très bien et depuis longtemps Jacqueline. Et c'est vrai, on se connaît depuis un quart de siècle, au moins. Et donc, alors, on a discuté comment on pourrait faire ça. On a dit, on fait ça vite fait, bien fait, 2 rendez-vous avec le but d'avoir une 30aine de pages. Et puis la réalité était un peu différente. On a passé toute Covid phase 1, Covid phase 2, Covid phase 3. On a fait un rendez-vous chez toi. Le premier, c'était juste avant Noël en 2019. Toi, tu avais préparé du champagne, etc. Et moi, j'étais un peu dans mon tunnel, je voulais travailler. Et donc, alors, on a un peu esquissé la dramaturgie et on a dit, on voulait peut-être faire quelque chose qui n'est pas linéaire. On ne veut pas commencer au début et terminer à la fin, mais on veut avoir des fils rouges qui s'interposent, faire peut-être quelque chose comme un cadavre exquis. Et on a eu aussi, comme grand exemple littéraire, Annie Ernaux, comment on peut raconter sa vie et ne pas seulement parler de soi-même et de raconter des anecdotes, mais être en quelque sorte exemplaire pour des époques, pour une trajectoire, et travailler avec une forme d'historicité, on va y arriver. Donc on a fait quelque chose qui était un peu notre 1001 nuits, parce que d'un côté, il ne fallait pas s'arrêter aussi longtemps que Covid ne s'arrêtait pas, et j'ai des moments tellement intenses en mémoire que j'avais Jacqueline dans son bureau à la Spiegelgasse à Zurich par Zoom, et après 5 heures de discussion, il n'y avait plus de lumière. Donc c'est devenu quelque chose comme fantasmagorique, et c'était là souvent quand la vraie partie d'interview s'arrêtait que ça devenait intéressant, quand on relaxait. Et puis après j'arrête parce qu'on a juste 1 heure, parce que vous voyez, c'est comme ça qu'on parle beaucoup. C'était d'avoir juste l'appareil qui enregistre. Donc, ce n'était pas la littérature, ce que je voulais dire au début. Donc, c'était des entretiens et l'ordinateur. Et c'était une masse tellement immense
que Thérèse et Myriam, ont dit, mais aujourd'hui, il y a des logiciels qui transcrivent ça très bien parce qu'on n'a pas l'argent d'engager quelqu'un qui fait des transcriptions. Donc, quelques semaines après nos entretiens, on recevait un truc qui était totalement dadaïste. Parce que les logiciels ne savent pas le suisse-allemand, parce que nous sommes tombés souvent dans le suisse-allemand, le balois non plus. L'italien, c'était très difficile. Et donc, on avait une masse de textes et j'ai eu des fous rires intenses parce que moi, je savais de quoi on parlait, mais je savais que le logiciel n'avait aucune idée. Et donc, il fallait transcrire. Et ça, c'est le vrai travail ou le seul travail de nettoyage qu'on a fait. On a gardé la trame, mais on a dû un peu nettoyer parce que sinon, même si ce livre est seulement en allemand, et je pense peut-être que vous ne lisez pas tous et toutes l'allemand, ça aurait été encore beaucoup plus difficile d'avoir pris la traduction. Donc ça, c'était mes mots d'introduction. Pour ce soir, on s'est dit, on va quand même tracer une trajectoire linéaire. On va commencer au début pour arriver à la fin. Et à la fin, cette question, pourquoi ce titre ? Et Jacqueline, maintenant à toi, j'ai assez parlé. Est-ce que tu voudrais nous présenter le projet du livre, comment il a été pensé et comment il a reçu cette magnifique forme comme il se présente ici. Et Natalia m'a demandé de vous dire que vous pouvez acheter ce livre ici ce soir. Il y a un desk et je pense peut-être que tu es prête aussi à signer quelques exemplaires. Voilà. Alors, on commence avec le livre. Oui. Alors, tout d'abord, merci aussi infiniment, Vera et Natalia. C'est un tel plaisir. Et je parle aussi au nom de mes éditrices, Thérèse et Myriam. Quelle chance d'être là, présenter ce livre. Et évidemment, le livre, on a beaucoup discuté avec mes éditrices. Et maintenant, je vous présente la couverture. Cover, back cover, tout ça, c'est quelque chose qui a fait un des gens qui sont présents dans le livre, qui a fait un petit texte qui s'appelle Geschmacksintelligenz, ce texte, le titre, et c'est un philosophe de culture-philosophe, qui quand il fait des expositions, il utilise toujours du papier peint, qu'il appelle... qui a toujours un lien à ce qui est exposé, évidemment. Donc ici aussi, les personnages que vous voyez sur la couverture, c'est ces personnages qui ont contribué à ce livre. Et il y a Pippi Lottirist, il y a Laurie Anderson, il y a Yuri Steiner qui est assis là, Kurt Forster, ça c'est Laurie Anderson, ça c'est Herbert Lachmeyer, le philosophe de culture qui a inventé cette hermeneutic wallpaper, il dit ça. Alors je lui ai demandé s'il faisait pour nous aussi cette couverture qui a beaucoup à faire avec mes héros, et pas seulement, il y a aussi un petit outil qui a à faire avec ce qui m'est important, c'est la practice, la main-d'œuvre. C'est un petit outil qui est multifonctionnaire, c'est marteau, pince, tournevis, tout ça. Il peut faire 7 choses. Et donc c'est un symbole pour mon affection pour la main-d'œuvre. Et puis il y a le octopus, qui est mon animal préféré depuis toujours, qui a 9... cervelle, cerveau, et il a tellement de choses de mimifier des formes et des animaux et tout ça, donc c'est un grand acteur. Donc ça c'est un peu, il y a Giulio Romano et tout ça, donc c'est tout ce qui est à l'intérieur aussi. Parfait. Et puis, quand on ouvre le livre? Quand on ouvre le livre, il y a d'abord l'index et tout ça, et puis il y a un premier acte qui est la longue conversation entre Yuri et moi. Et on a des titres qui sont comme des mots-clés qu'on a dans notre discussion. Et vous voyez à droite, c'est Yuri avec
Moi et Tirda Solgade, c'était quand on faisait ensemble la Sommer Academy dans le Centrum Paul Klee, où Yuri était le directeur à l'époque. Donc, on travaillait ensemble. Alors, vous voyez, on est à 114. On a 200 pages de discussion avec photos. Tout est illustré. Les illustrations sont très proches au texte. On voulait qu'on ne va pas dire voir figure X, Y, B, que ça soit tout de suite visible. Donc, puis, il y a un deuxième acte, et entre les deux actes, il y a intermezzo, parce qu'on reste dans la terminologie de la commedia dell'arte. No? Et là aussi, à Pipilotti-Rist, Kurt Forster, qui est un historien de l'art qui était extrêmement important pour moi, Laurie Anderson, l'artiste américaine, performance surtout, et puis encore Herbert Lachmeyer, le philosophe de culture, et puis Katharina Fritsch, qui est une artiste qui tous ont fait quelque chose dans ce intermezzo en moi. Et on la voit. Et puis ça, c'est la dernière page du intermezzo fait par Katharina Fritsch. Et puis, il y a le second acte, qui est 12 textes de moi qui ont d'une part à faire avec ce qu'on a discuté et d'autre part, c'est des textes aussi préférés de mes deux éditrices. Voilà, ça c'est un peu la structure. Parfait. Et donc, le début de la discussion, c'était difficile. Comment on commence? On entre dans cette biographie professionnelle, intellectuelle et naturellement aussi du vécu. Et je me suis dit, j'aimerais bien commencer par sa thèse, son doctorat. Et on a dit non, c'est trop scolaire. Mais moi, j'ai dit, si tu fais un doctorat, c'est comme d'aller chez le psychiatre parce que tu apprends beaucoup sur toi-même sans payer cher un psychiatre. On a essayé, mais on a changé. On a dit, commençons parce que toi, tu dis souvent, heureusement que je ne suis pas une vraie ou une bonne ou une intègre historienne d'art. Et ça a une raison, parce que tu es à la base restauratrice. Oui. Et alors, pour ce soir, pour commencer, on commence vraiment par le début professionnel. Oui, je sais maintenant, après toutes ces années, que ma formation de restauration était absolument fondamentale, pas seulement du côté main-d'œuvre, mais du côté aussi intellectuel. Et, j'ai fait l'école à Rome, Istituto Centrale del Restauro, que vous voyez à gauche. Et il y a ici une amie à moi qui était avec moi à l'école. Ça fait tellement plaisir, Claudia, que tu es là. Donc, dans l'Istituto Centrale del Restauro, j'ai fait 3 ans et puis on a une année de perfectionnement. Et cet Istituto del Restauro a été fondé en 1939. Et donc, c'est une institution fasciste. Et ça a été fondé en même temps que la loi des biens culturels. Des biens culturels mobiles et immobiles a été institutionnalisé en Italie. Et donc, toutes les œuvres notifiées importantes étaient un peu de surveillance de cet institut de restauration. Avant, c'était vraiment beaucoup de Kurpfuscherei. Il y a les prêtres qui ont eux-mêmes nettoyé, on ne sait pas comment, des Raphaël. De toute façon, après les années 30, c'était justement Istituto Centrale del Restauro. Et puis, fondamental, c'est le premier directeur qui était Cesare Brandi, qui était un historien d'art, qui était un philosophe. Et lui, il a écrit la théorie de la restauration qui est absolument fondamentale parce qu'il a défini que chaque œuvre d'art, qu'elle soit faite hier ou il y a 5000 ans, a une double historicité. C'est-à-dire, il y a une historicité, le moment où l'œuvre a été conçue et faite par un groupe d'artistes, un artiste qui c'est dans une situation culturelle, politique, une commande, tout ce qu'il y a en ce moment précis de la naissance de l'œuvre ou de l'architecture ou quoi que ce soit.
Et puis, ça c'est la première historicité. Puis, il y a le deuxième, c'est à partir de là, jusqu'à nos temps et jusqu'au futur. Et ces deux historicités doivent toujours être prises en considération quand on travaille sur une œuvre d'art, soit comme restauratrice, mais aussi comme historien de l'art. Donc, on ne peut jamais arriver à l'original, parce que le temps a changé la matière, ça a été abîmé, ça a été des surpeints ou des architectures adjointes ou des trucs. Enfin, il y a cette histoire qui n'a plus rien à faire avec le moment où ça a été créé. Et donc, si on fait la restauration, on prend en considération les deux choses, et le même Cesare Brandi a dit que l'instance de l'historicité est soumise à l'instance de l'esthétique. C'est-à-dire, il faut à la fin décider esthétiquement, mais pas seulement le goût. Et là, c'est justement dans le livre, il y a cet article Geschmacksintelligenz, l'intelligence du goût. C'est un goût cultivé, pas par ça me plaît pas, blabla. C'est une chose sur laquelle on travaille tous les jours, on la développe, etc., etc. Donc, tout ça, ça m'a donné une base avec laquelle j'ai voyagé jusqu'à dans ma profession jusqu'à maintenant. Et tu n'étais pas Jacqueline si tu n'avais pas un exemple qui est très jacquelinesque, si j'ose dire. Oui. Et ça, c'est l'oreille gauche. Voilà. Je voulais vous parler de ce où j'ai compris ce que c'est la double historicité. C'était quand on travaillait dans les années début 70 dans la Basilica Inferiore de San Francesco in Assisi. Notre chef restauratrice a restauré la Maestà di Cimabue, qui est une énorme œuvre d'art dans l'histoire de l'art. C'était un des premiers où on connaissait Cimabue, le nom d'un artiste, c'est en 1285. Et à droite, il y a San Francesco, un des premiers portraits de ce monsieur qui... Cimabue ne pouvait pas le connaître, il est né trop tard, mais probablement à travers à travers les récits, il a su qu'il était très ascétique et qu'il avait des grandes oreilles et tout ça. Donc, Laura Mora, cette restauratrice, travaille sur le visage de San Francesco, que vous voyez en haut en blanc et noir, avant la restauration. Et elle était en train de travailler sur l'oreille, justement, son oreille gauche, l'oreille droite d'ici. Et elle a découvert qu'il avait une oreille qui était beaucoup plus grande. Non? Et comme moi. Enfin, tu es sans français. De toute façon, elle restaurait ça. Et puis, il y a eu des hurlements, tout d'un coup, des prêtres de l'Église, parce que le Vatican a dit « arrêtez », même si c'est encore la forme que Cimabue a choisie. Il y a dans tout le monde, il y a les petites illustrations de San Francesco qui sont basées sur ça. Donc, il devient ridicule, je pensais, non? Et on a essayé de dire, ah non, mais il doit avoir des grandes oreilles pour pouvoir écouter ce que les gens lui disent. Il doit avoir, avec des petites oreilles, il ne capte pas ça. Donc, ça n'a pas aidé. De toute façon, ce que vous voyez, c'est justement la double historicité. D'abord, il y a l'oreille de San Francesco. On a laissé un bout qu'on voit là, le grand. On voit encore le surpeint quand on a le plus petit. Et la troisième chose qui est typique pour la seconde moitié du XXe siècle, qu'on a laissé les deux ensemble. Le surpeint, vous voyez que l'oreille était plus grand et on a laissé ça. Donc ça, c'est pour illustrer ce que c'est la double historicité et les décisions qu'on fait avec une œuvre d'art. Et tout ça, ça m'a fascinée. Et donc la fascination de l'archéologue
non, restauratrice. Il y a maintenant une superposition avec ta biographie. On est dans les années 70, oui, comme vous pouvez le voir, et c'est un peu l'époque Baba Cool 74 que Rémy. Oui, ça c'était aussi cet institut à Rome a travaillé avec cet institut qui s'appelle ICROM, International Center for Conservation à Rome. Et c'est une institution liée à l'UNESCO. Et eux, ils font des grandes missions de restauration dans le monde. Et moi, je pouvais aller à la campagne en Göreme, en Anatolie. On a restauré ces églises qui sont creusées dans le rocher de Tuf. Et c'était aussi extrêmement complexe parce qu'on voyait qu'il fallait avoir des géologues, il fallait avoir toutes sortes de personnes qui sont incluses dans l'analyse des dégâts et ce qu'on peut faire pour la conservation. De toute façon, j'ai travaillé il y a plusieurs mois et c'était ma dernière mission avec les Italiens et l'ICROM parce que j'ai attrapé une hépatite virale très forte là. Et je devais retourner en Suisse pour me faire soigner. J'ai habité chez mes parents. On a dit 1 année, pas de restauration, parce qu'avec les solvants et tout ça, ça ne va pas avec le foie. De toute façon, je reviens en Suisse et je fais histoire de l'art à l'université. J'ai fini là. Et là, parce et que là, ça, oui. Là, c'est aussi un rendez-vous qui t'attendait, oui, à travers M. Forster. Voilà. Et oui. ça, c'est... Oui, tu passes de Göreme dans le palais. Ça, c'était finalement ma thèse de doctorat. Et quand je suis arrivée à Zurich dans les débuts des années 70, c'était Bill, Lose, Honecker, c'était le moderniste très, ils savent tous où Dieu habite. Enfin, c'est des choses qui sont comme ça. Et moi, tout Zurich et toute l'atmosphère après Rome et tout ça, ce que j'ai vécu avant, c'était absolument affreux pour moi. Et j'étais tellement contente de connaître Kurt Forster, qui est justement dans le livre sur la couverture, qui, quand je faisais ma thèse, j'ai cherché le sujet. Il m'a dit, toi, comme personne, tu dois... Je pense que c'est bien si tu travailles sur Giulio Romano. Et Giulio Romano était l'élève de Raphaël. Il a aussi hérédité tous ses travaux quand Raphaël, très jeune, mourait. Il était son préféré collaborateur. Il a aussi hérédité toute sa collection d'art et d'antiquité que Raphaël possédait. Et il est devenu l'artiste de cour de Federico II Gonzaga, donc à Mantoue. Et les deux avaient environ le même âge. Et quand Giulio Romano vient à Mantoue, ils étaient jeunes, ils avaient 20 quelques années, 22 ans, comme ça. Et Giulio Romano, peut-être vous savez, connaissez sa plus fameuse œuvre qui est le Palazzo Te. Et ce qui est formidable avec Giulio Romano, c'est qu'il est un artiste universel. Il fait tout. Il fait absolument de l'ingénieur, il fait la tombe du chien jusqu'à à l'église des chapelles, tout, peinture murale, tout. C'est un artiste universel extrêmement intéressant. Et puisque je m'intéressais soit à l'archéologie, soit à la restauration et au maniérisme, j'ai pu travailler avec des dessins d'une loggia dei marmi que Giulio Romano a fait dans le Palazzo Ducale. Et il avait fait toutes ces niches qui sont là, ils étaient pleins d'antiquités. Et à la fin de mon travail, j'ai pu retrouver quelques-uns de ces œuvres. Vous voyez que dans cette niche carrée, sur la porte droite, maintenant, il y a
un relief sur la gauche aussi et en haut. Enfin, j'ai pu reconstruire avec des dessins que Kurt Forster m'avait indiqués, qui n'étaient pas encore publiés ni discutés. J'ai pu reconstruire cette loggia. Et, parce que la collection des Gonzaga était extrêmement grande et énorme et fantastique, avec des Titiens, des Raphaël, des tout. Et tout a été dispersé au début du XVIIe. Et qui était la chose la plus exceptionnelle pour moi, c'est que j'ai retrouvé une sculpture qui était dans la loggia, et je l'ai retrouvée au Kunsthistorisches Museum à Vienna, et j'ai pu faire un calque et le remettre dans sa niche. Donc ça pour moi, c'était au fond une chose absolument extraordinaire. Et voilà. Et je trouve assez perturbant maintenant, parce que c'est double historicité. Et je ne t'ai jamais posé cette question, peut-être je vais la poser, si je vais la poser. Il y a une forme de trajectoire de ta propre vie, non? Alors tu es lancé et tu veux travailler avec tes mains, tu veux travailler avec ta tête, tu veux travailler avec ton cœur, et tu as des attentes très hautes de qualité, ça dès le départ, le niveau, les attentes vers toi, mais aussi vers les artistes, le monde, et cette quête d'une forme de Gesamtkunstwerk, non? Oui. Qui est un ensemble. Oui. La vie, le travail, oui. Tout est ensemble. Oui. Et on voit que tu mets la barre extrêmement haut dès le début. Et tu es assez fidèle, en fait, parce que ta vie avec Giulio, ça a pris combien d'années? Oh, très longtemps. Un quart de siècle, oui, presque. Parce qu'entre-temps, j'ai fait beaucoup d'autres choses. On a fondé justement Parquet, on en parlera, etc. Mais j'ai fait mon master déjà sur Giulio, et puis après, j'ai fait encore, des années après, encore mon doctorat sur ça. Donc, ça a pris en tout de 77 à 93. Donc, oui, très longtemps. Mais c'était pas uniquement. Et tu n'arrêtes toujours pas, non? Comme montre cet exemple. Oui, non, je voulais juste dire, Giulio Romano, ça c'est Palazzo Te, Sala dei Giganti. Maintenant, il y a Haris Epaminondas, c'est une artiste de Nicosia, cyprienne, qui cette année a fait cette œuvre en citant Giulio Romano, parce qu'elle démontre, c'est aussi la situation politique écologique aujourd'hui. Elle utilise le modèle de Giulio. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui suis tout à fait convaincu que l'œuvre d'art, et là on est restauratrice, vit tout le temps. Parce que si on est restauratrice, on ne travaille pas sur les morts, on travaille sur quelque chose qui est vivant. Non, donc une œuvre d'art, justement, a cette vie qui continue, qui arrive au présent tout le temps, et qui est repris, réfléchi. Je pense. Français. Oui, mais aussi cette double historicité, quand tu penses que tu t'appelles Jacqueline Burkhardt, il y a quelque chose dans ce nom qui est aussi lié à une grande tradition, et tu sens que tu es une génération, et tu t'intéresses au maniérisme, tu t'intéresses à une forme de réinterprétation du passé, et d'avoir aussi d'oser d'interpréter avec un nouveau regard le passé, et d'être totalement dans ton temps aussi. Tu as parlé de Zurich dans les années 70, et je pense, moi je suis né en 69, mais j'ai encore ce parfum de la tristesse. C'était presque le Ostblock, non? On avait l'impression parfois, avec le feu, et ça pesait. Et puis il y avait les années 80, il y avait cette révolte, il y a la révolte qui n'était pas consommée de 68. Ça, c'était pas ton angle d'attaque, mais il y a quelque chose qui change à Zurich. Il y a une forme où tu as dit qu'il y avait cette légèreté que tu as vécue à Rome, que tu as vécue ailleurs, cette ouverture d'esprit, et il n'y avait pas encore
Freie Sicht aufs Mittelmeer. Oui, Ça n'existait pas. Et vous êtes cette génération qui vous avez accepté d'être à Zurich, d'abord, d'ignorer les billes et ceux qui vous ont énervé, et d'ouvrir la fenêtre, d'ouvrir l'horizon. Et là, c'est cette époque aussi où vous avez méditerranisé en quelque sorte un peu Zurich, où vous avez ouvert le contexte. Et là, il faut parler, c'est assez rapide et c'est en parallèle ces processus, ces parquets. Voilà, oui. Et c'était en 83 qu'on a fondé Parquet. Le premier numéro est sorti en 84. Et, c'était justement... je crois que je suis très influencée par l'Italie. C'est pourquoi j'ai aussi le nom La mia commedia dell'arte. Et j'ai vécu en tout 8 ans à Rome. Et je crois que pour moi, c'est la culture la plus incroyable sur ce monde. Cette vitalité depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui, c'est absolument formidable. Et alors... Le premier numéro de Parquet, on avait fait avec Enzo Cucchi, qui était un des artistes au début des années 80 qu'on appelait de la transavanguardia. C'était aussi les premiers qui utilisaient plusieurs langages. Ils étaient de nouveau, ils pouvaient de nouveau illustrer, ils ne devaient pas être abstraits, non? Et tout ça. Et alors, on a fondé Parquet pour faire un pont transatlantique entre l'Europe et l'Amérique du Nord surtout. Et c'était le moment avant, c'était le mouvement était toujours les Américains qui viennent chez nous en Europe. À New York, on connaissait au début des années 80 presque pas d'artistes contemporains. Ça s'arrêtait à Picasso. La première artiste contemporain qui exposait au Guggenheim en 1979, c'était Joseph Beuys. Mais avant, les gens, même les critiques d'art ne savaient pas qui était Beuys en 79. Et vice-versa, c'était complètement différent. En Europe, on connaissait tous les noms des grands artistes. Donc, nous voulions faire... les artistes européens qui sont perçus en Amérique à travers notre magasin. Et justement, Enzo Cucchi était le premier artiste. On faisait toujours des éditions aussi avec les artistes pour Parquet. Et il montre un peu l'arrivée des Européens et de l'Italien en Amérique. Il a fait une élégie où il écrit « Il fumo di Roma cammina sulle gambe di una bestia antica ». Donc la fumée de Rome marche sur des jambes d'une bête antique. I nostri scheletri millenari si muovono con rumore. Nos squelettes millénaires se bougent avec du bruit. New York ci sentirà, vedrà altri dinosauri inoltrarsi sui tetti. Donc, New York va nous entendre. Ils verront autres dinosaures se lever sur le toit, inoltrarsi sur les toits. Dentro le case di Roma si respira. Dans les maisons de Rome, on respire. C'est-à-dire, justement, Rome n'est pas un musée, il y a la vitalité. Ça, c'est pour l'Europe. Ça, c'est l'ancien continent qui hurle vers les États-Unis. Dans le premier humain, c'est comme un manifeste. Non? Ouais. Et alors, quand on parle Parquet, donc il faut raconter naturellement l'histoire des partners in crime. Oui, on était 5 amis qui se sont mis ensemble à créer ce Parquet. Et il y avait Bice Kuriger, que dès le début, on a dit qu'elle était le chef rédactrice. Il y avait Peter Bloom, qui avait déjà travaillé pour des grandes galeries comme Beyeler et qui connaissait des galeries à New York et qui était important pour avoir des ads, comment dit-on des publicités. Publicités.
il y avait Dieter von Grafenried qui était l'homme d'affaires et finances. Il y avait Walter Keller qui avait déjà des notions d'édition. Il avait un magazine lui aussi. Donc on était ce bouquet de 5. Après quelques années, on est resté 3. Beecher, celui au milieu, Dieter von Grafenried et moi. Et on a fait 33 ans de ce magazine. Et on a choisi le nom Parquet parce que c'est un peu comme Kodak, quand ça se dit dans toutes les langues. Et en plus, ça veut dire quelque chose, poser quelque chose. Le parquet, en français, c'est un truc pour le juridique, non? Pour le parquet. Un Tänzchenwagen auf dem Parkett, il y a plusieurs jeux de mots qu'on peut utiliser avec ça. Et puis on l'a fait broder. Et c'était aussi, tu m'as dit, l'idée venait de Enzo Cucchi, de broder le logo, parce qu'il a dit la main d'œuvre, c'est quelque chose de tellement important, le temps que ça met, pas comme ça. Et en plus, on pénètre dans la matière. On fait ça c'est au niveau métaphorique, et puis sur le A, R et T, il y a des petites décorations, comme ça on sait de quoi on parle là-dedans, de art. Voilà. Ça, c'est toutes les parquettes qu'on a fait de 1 jusqu'à 101. Vous voulez 101 et pas 100, parce que 100, ça c'est fou. Et 101, ça a des énergies vers le passé, vers le futur. Et puis vous voyez quelques éditions qu'on a fait avec Andy Warhol, enfin des grands personnages, Fischli Weiss, toutes sortes de 270 artistes. Voilà, et puis on a eu aussi, grâce à nos éditions qui étaient très intéressantes pour des musées, on a eu plusieurs expositions avec des éditions de Parquet. Aussi, la plus grande était la plus, disons, fabuleuse, était celle au MoMA à New York en 81, par exemple. Oui. Et ça, oui, voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est cette photo aussi avec Lou Reed et Laurie Anderson. Je me souviens, à l'époque, quand on cherchait après l'ère de Felix Baumann, un nouveau directeur, une nouvelle directrice pour le Kunsthaus de Zurich. Là, il y avait des grands titres parce qu'on a soupçonné que c'était la Parquet Mafia qui va choisir le nouveau directeur, la nouvelle directrice. Parce que ici, quand tu vois comme ça, tu as ces jeunes personnes qui commencent, mais il y avait une forme de prise de possession artistique qui est devenue transatlantique aussi. Donc c'était vraiment une grande machine que là, tu sens que c'est un peu caché derrière cette légèreté de l'entreprise. Oui, oui. Je sais que ce n'était pas une question, mais c'était juste peut-être... Comment tu vas... Vous avez été consciente de cette Parquet Mafia, ou il y avait un plan caché? Oui, enfin, évidemment, en Suisse, on aime plutôt que ce ne soit pas trop vite. Enfin, il faut toujours être très, très discret, etc., etc. Et puis, nous, avec tous ces noms, et aussi, on avait la chance d'avoir des merveilleux gens, mécènes qui nous ont aidés, parce qu'autrement, on n'aurait pas pu faire tout ça. Donc, on était, pour des gens un peu... les mafiosi, non? On croyait que là, il y avait ils avaient un peu peur de nous. On était tellement bien reçus à l'extérieur, dans les autres pays, qui trouvaient ça absolument formidable. Et en Suisse, on était un peu... on devait se cacher. C'est un peu le caractère d'ici, qui est toujours maintenant encore. On n'aime pas Donc, mais une forme d'italianita quand même. Oui, bien sûr, on n'a pas peur d'être fier, de montrer des choses qu'on aime, etc. Et là, il faut être un peu... Mais c'est élégant, ce meuble de Franz West est tellement sublime, non? Oui. Ce servir poi, oui. Sur lequel tu peux marcher avec... Ouais. Parce que justement, les artistes ont beaucoup travaillé avec nous aussi sur le corps de la revue, et ils ont fait
sur le dos aussi, ils ont fait des œuvres, non? Comme ça que quand c'est dans la bibliothèque, on a des petites œuvres d'art, parce qu'autrement c'est tellement ennuyeux, non? Le numéro de magazine qui ont peut-être un numéro 1, 2, 3, 4, 5, mais on voulait qu'on voit qu'il y ait des œuvres. Ça c'est intéressant. Je sais qu'on parle beaucoup de trop long, peut-être après on va maintenant? un peu. Ah oui, là. Oui, mais si vous vous endormez, nous on continue. De toute manière. C'était parce qu'on a parlé de ce mouvement transatlantique. Vous avez découvert New York, vous avez découvert, on voit des personnages qui incarnaient cette ère de New York, quelqu'un comme Lou Reed. Vous êtes aussi tombé dans une phase naturellement de la drogue et du sida. Oui. Et ça, c'était une rupture dont on a longuement parlé. Et dans le livre, vous pouvez lire ce passage qui est important parce qu'il y a un changement abrupt qui nous a travaillé pendant Covid. Et on a cherché un peu ce lien de notre époque avec l'époque sida, New York, ce pivotement qui s'est produit. Oui, il y avait justement dans les années fin 80, début 90, il y avait beaucoup de nos écrivains, critiques et des artistes qui sont morts à cause du sida. Et ça nous a énormément émus parce qu'au début des années 80, c'était un rise énorme et puis un fall tout d'un coup avec cette maladie, c'était très dur en même temps. Et c'est aussi incarné, c'est dans l'histoire sur le dos des numéros par quête, non? Oui, on avait le serpent, justement. Donc on a cette traçabilité de cette historicité aussi. Oui. Qui est tangible. Je voulais juste parler rapidement de ça encore. Et ça, c'est le dernier numéro. Oui, ça, c'est le dernier numéro de 2017. Et là aussi, c'était Marlène Dumas qui a fait la couverture avec cette figure mélancolique. Et puis, sur le dos, il y a de Sophie Calle. Elle nous a envoyé cette photo End. Non? Et puis, sur le back cover, il y a cette... l'ultima cena, comment dire, le dernier scène de Leonardo fait par Urs Fischer en bronze dans la neige. Donc c'est un peu la mélancolie de devoir fermer la boutique. C'est drôle parce que Chantal, quand on parle de plateforme 10, on parle toujours de la boutique. Donc vous aussi, vous étiez boutiquière. Alors on fait un peu un saut, parce que là, on accélère. Comme le Gesamtkunstwerk, comme l'urbanisme, comme tout ça, ça t'a aussi toujours travaillé, ça t'intéresse. Tu n'étais pas seulement dans des commissions, tout cet aspect, on va laisser de côté, mais on parle encore un peu d'urbanisme, si tu veux. Et là, c'est naturellement... Oui, c'était le Novartis Campus. C'était pour moi merveilleux, justement aussi avec l'expérience que j'ai eue avec Giulio Romano. C'était, ici, c'est le Novartis Campus à Bâle qui a sa frontière vers la France en haut, et puis le Rhin à droite. Enfin, c'était une fois le lieu de production de la Sandoz. Et Novartis, c'est la fusion entre Ciba Geigy et Sandoz. Ces trois, ça fait Novartis. Et on a décidé, quand on avait fait ce Novartis, qu'il faut changer le territoire de la Sandoz, il faut le transformer d'un territoire de production dans un territoire de knowledge and innovation. Novartis Campus of Knowledge and Innovation, plus de production. Donc, ça voulait dire que toutes des nouveaux architectures et fonctions devaient être installées pendant des années. Et il y avait à l'époque un grand master planner qui était Lampugnani,
qui était invité par le CEO Vasella, de discuter avec lui comment cette transformation et avec qui ça doit avoir lieu. Et en même temps, on avait invité Harald Seemann, ce fameux commissaire, de s'occuper de Site-Specific Art sur ce site. Et, donc il y avait beaucoup de professionnalité dans la réflexion et dans la réalisation de la transformation. Et j'ai eu la chance de succéder Harald Seemann, il est mort en 2005, et puis de 2005 à 2014, j'ai pu faire Site-Specific Art avec toutes ces nouvelles architectures qu'ils ont fait. C'était tous des architectes très très connus, Pritzker Prize, architecte de tout le monde. Et par exemple, là, de nouveau, c'était fabuleux pour moi de discuter avec les artistes et les architectes en même temps. Par exemple, ici, c'est un travail que Pedro Cabrita Reis a fait dans l'architecture de Souto de Moura. Les deux sont des Portugais qui se connaissaient. Et l'artiste que vous voyez là sur l'échafaudage, il a construit ces briques, ces colonnes de briques qui sont comme une mémoire du lieu industriel de la Sandono. Il a utilisé le matériel qu'on avait avant détruit pour faire du béton, stahl, béton, glace. Non? Donc, c'est de nouveau la mémoire de ce qui était là. C'est comme un site un peu archéologique ici. Et il y a aussi l'immatérialité. Et aussi l'immatérialité, parce qu'il y avait par exemple la possibilité de faire quelque chose dans un petit parc devant une construction de Frank Gehry. Et évidemment, là, déjà, l'architecture était très performante et aussi, comme vous voyez, le parc était très performant. Et l'idée de poser encore une sculpture, ça faisait pas de sens. Donc, on s'est décidé de faire une sound sculpture, donc que le son, avec Laurie Anderson, qu'on voit à gauche, avec l'architecture du parc et l'architecte du landscape park, Günther Vogt. Donc, on a pu combiner une sculpture avec landscape architecture sans qu'on ne voit rien, mais c'est une expérience très, très Et là, belle. vous voyez très bien que Laurie Anderson, qui est sur la couverture du livre, elle réapparaît tellement de comme fois dans le livre. Comme d'autres qui sont toujours là et qui a cette forte complicité. Et ça, c'était aussi un peu une question, parce que pour moi, à Zurich, quand on vous voyait à l'époque, dans les années 90, où nous, on s'est connus, c'était comme, vous avez formé une famille, non? C'était Thiesbrunner, Bice, toi. Et encore aujourd'hui, quand on a fait nos Zooms, on était toujours interrompus par les membres de la famille, non? Qui ont téléphoné. Je dis, non, je ne peux pas, Bice, non, mais non, c'est comme. Et puis, non, je ne peux pas. Et tu t'es focalisé. Mais c'est assez étrange aussi de voir comment cette machine marchait, ou ce monde, cet univers, cette famille marche à l'intérieur, et que c'est devenu une entreprise mondiale en quelque sorte, et tout le monde a fait des carrières incroyables, et c'est très difficile de réunir cette famille ou de garder le moment précieux de se voir, de partager un plat ensemble. Comment il faut s'imaginer que cette intimité et cet être sur scène, comment ça se marie? Je crois que, comme tu dis, c'est un passage d'énergie. Moi, j'ai toujours eu des zéros qui m'ont beaucoup influé. Et justement, c'est pourquoi sur la couverture, il y a tous ces personnages aussi. Je ne suis pas une solitaire dans mon cabinet. Je suis très liée à des gens qui m'inspirent, qui me donnent l'énergie. Et je crois qu'on a trouvé cette espèce de caractère humain avec nous tous.
oui, c'est un passage d'énergie qu'on se donne. Et puis chacun a un peu ses spécialités qui sont moins chez l'autre. Enfin, dans Parquet, on avait chacun ses spécialités, fonctions, oui. Oui, un peu. Parce qu'un de ces personnages clés, c'est aussi quelqu'un que tu as énormément apprécié dans le travail, dans la vie, et avec qui tu as créé, presque co-créé ce grand projet au Grossmünster. Oui, ça c'est le dernier, le plus grand site-specific art que j'ai pu curater. On dit ça? Je ne sais pas. Avec Sigmar Polke, c'est son dernière œuvre, et lui aussi, dès le début, il était dans Parquet, il a fait 3 numéros avec nous, il était grand ami, très, 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 très important. Et il a gagné un concours, les vitraux de la Grossmünster de Zurich, j'espère que vous aurez la chance de les voir. Et il a fait une chose exceptionnelle, il a fait tout d'abord 7 vitraux avec des disques d'agate, que c'est une pierre translucide que vous voyez là-haut, c'est ces 7 là-haut. Ils sont évidemment pas comme ça. Ils sont pas comme ça dans l'architecture, un à côté de l'autre. Et puis il a fait encore 5 avec du verre. Et les 5 avec les disques d'agate, ça représente la genèse du monde. Il est resté dans le Vieux Testament, dans l'iconographie qu'il a choisie, et il voulait démontrer la genèse du monde à travers le matériel naturel lui-même, parce que l'agate, ça se forme dans les creux, dans les vides, dans la lava. Il y a comme des boules vides. Et puis, milliers d'années, ça se cristallise vers l'intérieur. Donc, il y a le Big Bang et puis le long temps de l'évolution qui forme ça. Donc, il travaille où il laisse parler la pierre même de cette création. Et par exemple, lui aussi a décidé, je reste dans le style de l'église de 1200. Je ne veux pas montrer maintenant, c'est du nouveau. Moi, je reste là et je parle aujourd'hui en regardant le passé. Et il a trouvé, par exemple, une petite peinture dans la Bible moralisée, une miniature, où on voit Dieu qui crée le monde. Et donc, probablement ce prêtre qui a peint ça à l'époque, il a imaginé l'univers comme c'est un peu dans les disques d'agate de Polke. Donc, il y a ces miracles, non? Tout d'un coup, il y a des choses, parce que le prêtre n'a jamais pu voir un disque d'agate, parce que l'agate est tellement dure que tu dois la couper avec des scies de diamant en diamant, non? Donc il faut l'électricité, il faut ces scies-là. Et évidemment, il ne connaît pas, mais il imagine des choses comme ça. Et puis tout d'un coup, la nature te l'offre comme ton imagination. Il y a tant de choses là-dedans qui sont magiques. Et c'était justement le dernier travail que Polke avait fait, parce qu'il était très malade en ce moment. Et il est mort peu après. Il avait fini sa dernière fenêtre. Là. Et on a l'impression que parfois il y a de nouveau, c'est comme l'oreille gauche qui apparaît comme centre d'intérêt. Il y a ici comme des petits clins d'œil, peut-être presque maniéristes aussi. Il y a ce bouc émissaire qui est là. Et donc, quand on a le privilège d'être dans cette église, dans cette cathédrale avec Jacqueline, tu nous racontes des histoires qui sont là, mais qui sont juste à toi. Non? Oui, on a quelques-uns, oui. Et là aussi, vous voyez par exemple que Polke a pris un dessin du 12e, mais c'est un détail d'un grand dessin, et il a repris le motif. Il a coupé
l'animal en deux. Parce que le bouc émissaire. Bouc émissaire, on le chasse avec toutes les péchés. Les péchés, il porte les péchés. Et lui, Polke, fait le mouvement comme ça. Donc, on ne peut pas chasser les péchés. Ils sont là. Il faut payer pour les péchés qu'on a faits. Et ça, c'est très turiquois. Non, lui, non, mais je veux dire... Et lui, il avait une collection de turmalins, aussi des slices, de turmalins qui sont extrêmement précieux, beaucoup plus précieux encore que l'agate. Et il les a mis dans de sa propre collection, de sa propre collection. Il les a insérés dans le bouc. Et à la fin de là, les gens de l'église m'ont dit, mais comment va-t-on payer tout ça? Et j'ai dit, laissez-le faire en quelque sorte. À la fin, il a dit, il veut rien. Il donne tout comme cadeau, tout, même ses voyages, même les turmalins qui sont 100 000 peut-être valeurs là, et les agates qu'il a amenées, on a acheté encore des agates qu'on a payées par l'Église, et le travail du vitrail, ça a été payé, mais tout le travail de Polke, on sait ce qu'il vaut, non, était gratuit. C'était pour le monde, pas pour l'Église, pas pour Zurich, pour le monde, Nachlass, voilà, comme ça. Voilà, c'est terminé. C'est fini? On a terminé aussi, mais il reste, c'est une petite partie de ce tour d'horizon dans le livre. Alors, la question qui reste, c'est le titre. Donc, tu l'as juste un peu évoqué, mais ça t'a travaillé, ce titre, non? D'abord, il y avait un autre titre de travail. Oui, d'abord, j'avais un autre titre allemand parce que je pensais que ça devait être allemand. Et puis, il y avait Patrick Frey, qui est le publisher, éditeur, qui a dit, tu sais, tu peux aussi avoir un titre italien. J'ai dit, oui, alors, Commedia dell'arte, sans penser. Et puis, c'était juste après que j'ai dit, mais oui, parce que la Commedia dell'arte, disons, l'époque importante, Venise, 16e siècle, c'était tout d'abord les premières troupes de théâtre où il y avait des femmes et pas les hommes qui avaient les rôles de femmes, non, comme dans le théâtre grec. Donc, il y avait des femmes. En plus, il y avait des figures fixes, non, dans le Colombina et Arlecchino, Pulcinella, tous ces figures qui, les acteurs les gardaient pendant toute leur vie, des fois. Et c'est des figures qui ont un caractère, mais les acteurs peuvent les former à leur goût, improviser sur un cadre donné. À l'intérieur, ils peuvent improviser. Ils ont aussi des masques, des demi-masques, pour qu'en bas, on voit encore des expressions, mais en haut, on caractérise le personnage. Et ils sont à la cour, ils sont dans les places, dans les rues, les deux. Et ils sont acrobatiques, ils sont très libres. Et j'ai pensé que le masque aussi, au fond, pour moi, une œuvre d'art, c'est un peu comme un masque de l'artiste. Parce que c'est jamais un à un, non? C'est toujours quelque chose à travers l'artiste parle de masque. C'est touchant parce que, pour terminer, j'aimerais bien encore... Parce que ce n'est pas anodin non plus, la sprezzatura, vous l'avez senti, si vous connaissez un peu ce mot, cette légèreté, l'élégance de faire des choses qui sont extrêmement complexes et compliquées. Comme tu parles de ta vie en parlant de la commedia dell'arte, on comprend si on comprend, et si on ne comprend pas, ce n'est pas grave, tu as appris quelque chose sur l'histoire, cette double historicité, et cette discrétion que je trouvais tellement important aussi de ne pas trop mélanger vie
et travail, mais d'avoir eu ce privilège de t'accompagner à travers ta vie, ta biographie professionnelle, intellectuelle. Et c'était toujours la question à la fin, quand on devait s'arrêter, what's next? Non? Oui. Parce que ce n'est pas fini. Oui. Et tu as dit, tu vas ranger ton bureau. Oui. Est-ce que tu l'as rangé Non. depuis? Ça se remplit, on range et puis ça vient de l'autre côté, ça revient. C'est tentaculaire. Oui, ça reste... mais j'ai toujours ce projet d'organiser les choses. Oui. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci à maintenant, vous, je pense... Non, merci oh, non, 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 non. C'est à vous. Si vous voulez, oui. Okay. On a tout dit. Non, non, et c'est Natalia qui me rappelle qu'il faut acheter le livre. Ah, non, okay. pas il faut. On peut acheter, on peut saisir sur l'occasion de l'acheter ce soir à la Fondation Michalski. Pardon? Et partager un verre aussi. Et voilà, ça c'était le mot final. Ouais. On peut partager un verre et parler avec toi. Oui, volontiers. Échanger. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jacques. De rien. Merci à toi. Non, merci, c'est grâce à toi que le livre est devenu ce qu'il est. 200 pages, c'est du Ayuri, et c'était merveilleux. Donc, alors, le microphone est déjà parti, donc maintenant vous pouvez applaudir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.